Hello à tous, bienvenue dans ce podcast. Donc je suis Nazim Damardi, je suis fondateur de l'agence Fabrique, agence de relations presse parisienne. L'idée de ce podcast, c'est tout premier. On va faire un petit test, voir un petit peu comment ça fonctionne. Si vous appréciez des choses à améliorer, n'hésitez absolument pas à nous envoyer vos commentaires. Donc, on a eu cette idée de lancer ce podcast parce que, une recherche personnelle, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas des masses qui parlaient de relations presse en France, du moins. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas, on se lance. Et pour ce premier épisode, il y a une actualité qui s'est déroulée la semaine dernière. Le CES de Las Vegas, c'est vrai, c'est aux États-Unis, mais ça reste quand même un événement très important pour le marché français, puisque il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont sur place et puis des journalistes français qui traditionnellement sont toujours partis. Donc, c'est un événement important pour les RP tech, du moins en France. Et qui mieux que notre correspondant international, local, en direct des États-Unis, qui est revenu dimanche depuis Las Vegas, qui est revenu à Paris. C'est Thibaut Pelen, qui est managing director de la célèbre agence parisienne Capessim. Bonjour Thibaut. Bonjour Nazim, merci pour l'invite et flatté d'être le premier invité de ce podcast. Avec grand plaisir. J'ai pensé à toi pour deux raisons, pour être très honnête, Thibaut. La première, c'est que tu y étais, tu as vu tout ce qui se passait sur place, tu as été extrêmement occupé. Et deuxièmement, c'est qu'on est amis, on s'apprécie énormément et je pense que tu es vraiment le mieux placé pour débriefer de ce CES. Pas trop déphasé? Alors, écoute, comme chaque année, puisque c'est ma 16e édition quasiment d'affilée, à part les 2 dernières années qui étaient un peu chahutées par la pandémie, mais comme chaque année, si tu as 9 heures de décalage quand tu reviens, donc tu es un peu déphasé, tu sais plus très bien où tu habites ni sur quel fuseau horaire, mais c'est toujours pour le mieux et le CES est définitivement un événement que je continuerai à faire sur place et où j'irai me déplacer chaque année si Dieu veut. Bon, super. Et tu veux bien te présenter 30 secondes, Bien qui sûr, tu bien es, sûr. quel est ton parcours? Alors écoute, moi, c'est outre le CES, j'ai d'autres activités, bien entendu, le reste de l'année, sinon je ne serais pas très occupé. Ça fait 23 ans que je fais des relations publiques. Je l'ai fait essentiellement dans des agences internationales et toujours sur de la tech et de l'innovation. Maintenant, j'ai un peu migré sur du corporate et du lifestyle puisque l'agence est configurée comme ça. Et c'est l'agence que je dirige aujourd'hui depuis 7 ans et que j'ai assez largement repositionné sur la partie tech, à la fois B2B et B2C. Alors pour ce qui concerne le CES, le B2C nous intéresse plus, quoique, et on pourra en reparler après, mais il y a une vraie tendance au développement du B2B au CES aussi. Mhm. Très bien. Et toi qui as fait le CES depuis 16 ans, il y a eu la pandémie les 2, 3 dernières années. Est-ce que tu as vu un changement au niveau de la fréquentation cette année ou il n'y avait pas beaucoup de monde? C'était quoi ton ressenti? Alors, il y a un vrai, il y a du très positif et du plus, je dirais, du plus, du plus, on va pas dire négatif, mais c'est plus à pondérer. Hem, on est parti sur une édition 2020 qui a été, 2019 et 2020 ont été des éditions records sur le CES. On avait 4 000 exposants, 7 000 journalistes, 300, plus de 300 startups de la French Tech qui étaient présentes et pas loin de 200 000 visiteurs. Aujourd'hui, on est donc post-pandémie. Il y a 2 ans, l'édition a été annulée à la dernière minute à cause de la pandémie. Et l'année passée, on s'est retrouvé sur une édition où la plupart des grands acteurs ont annulé leur présence au last minute, vraiment last minute, c'est-à-dire 48 heures avant. Et on s'est retrouvé avec une édition qui a été désertée par les exposants. C'était je pense, une catastrophe industrielle du point de vue de l'organisateur. Et là, cette année, on se retrouve sur une édition qui est le vrai back to normal, mais en plus petit, en plus humain. Donc, là, on annonce des chiffres autour de 115 000 visiteurs.
On a 2500 exposants de manière certaine. Donc, on est à la moitié, grosso modo, à la moitié de ce qu'il y Ouais. avait en 2019-2020. Et néanmoins, je dois dire que c'est hyper agréable en termes de qualité de boulot parce que tu as moins de monde. Ça veut dire que les allées sont moins remplies. Elles sont néanmoins remplies, hein, mais tu ne te marches pas dessus, ce qui te permet de bosser beaucoup mieux. Moins de médias aussi. Alors ça, c'est toujours c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y avait une quinzaine de médias français cette année sur le salon versus entre 40 et 50 sur les grosses années. Donc tu en as moins, mais en même temps, avec plus de temps, plus d'échanges. Nous, on procède beaucoup sur place de manière très informelle. À Vegas, tout se fait de manière informelle et en mode last minute. Donc, je lance une invitation sur un WhatsApp où j'ai tous les journalistes français, viens qui veut. Tu te retrouves à faire un apéro avec des clients, des journalistes du Figaro, de BFM, etc. Tout ce que tu n'arrives pas à faire à Paris, par Ouais. contrainte de temps des uns et des autres, tu peux le faire à Vegas. Et c'est vrai que quand il y a moins de monde, paradoxalement, tu arrives à mieux bosser. En quelque sorte, c'est le meilleur endroit et le meilleur moment pour construire un relationnel avec les journalistes, les clients et tout Évidemment, l'écosystème. évidemment, avec une notion de temps qui est aussi compressée, hein. Alors c'est un peu antinomique à ce que j'ai dit juste avant, mais autant tu peux faire des choses avec des apéros, des dîners, et en prenant les choses comme elles viennent, donc total Ouais. impro. C'est un peu ton boulot, le boulot que tu fais toute l'année à l'agence, mais en live. Ouais. C'est un peu comme sur un plateau télé, tu as le live et tu as le différé que tu peux retravailler, et cetera. Là, tu as pas le choix. Donc ça se passe comme ça se passe. Après, il faut pas perdre de vue qu'à Vegas, les journalistes sont sursollicités, Ouais. parce qu'il y a un boulot incroyable en termes de couverture média, à faire. Donc, je disais qu'on avait du temps. Le temps sur le salon, c'est-à-dire en dehors des apéros et des dîners, c'est 5 minutes par interview. Ouais. Entre 5 et 10 minutes si tu as le super sujet. Mais je te donne un exemple très concret. Je pense que l'interview la plus longue qu'on ait faite sur le salon, en dehors d'un tournage télé avec M6 qui a pris un peu plus de temps parce qu'il y a des contraintes techniques, C'est normal. mais je crois que l'interview durée maximale, on a fait 7-8 minutes. Wow. 7-8 minutes, donc tu as un journaliste, tu as booké ton créneau, il arrive sur le stand, il fait 7 minutes, il a tourné ses images, il a mis en boîte s'il a un son à faire parce que c'est une radio. Et merci beaucoup, je vais continuer dans Ouais. les allées parce qu'il a encore 10 boîtes à voir derrière. C'est vrai que traditionnellement, on voit quelques, quelques écoles, plusieurs écoles de RP où il y en a qui préparent leurs interviews avant l'événement, où il y en a qui disent non, non, je ne veux absolument pas préparer l'interview, je ne veux absolument rien faire et je veux aller sur place et découvrir, et d'où les 5-7 minutes d'interview Alors, par, c'est un grand, j'allais dire, c'est un grand débat chez les PR, mais pour ma part, la question est tranchée depuis très longtemps. Moi, ça fait très longtemps que je fais du pré-brief sur les annonces du CES. Quand il y a ouais, une vraie belle annonce, on la bosse à partir bien de sûr. début décembre et on fait des interviews à Paris. En réalité, ça arrange tout le monde. Ouais, Je discutais avec une journaliste et amie également qui bosse entre autres pour le Figaro et qui me disait qu'elle avait fait 14 interviews et donc 14 papiers avant de partir. Ce qui fait que ça wow. lui fait 14 boîtes à voir en moins sur Ah place, oui, donc plus de temps pour faire autre chose. exactement. C'est Et tout ça à faire offrir avant du Noël. temps aux journalistes, c'est le vrai luxe. Exactement. Et en plus, ils auront cette contrainte où il faudra au mois de décembre avoir les 15 premiers jours où travailler, déjà écrire au quotidien, faire les interviews de pré-brief, comme tu dis, partir en vacances et ensuite enchaîner avec le Oui, parce CES. finalement, côté PR, comme journaliste, on a les mêmes contraintes, hein. Il y a Ouais. en effet un break quasi imposé à Noël. Et moi, pour ma part, cette année, j'ai décollé le 1er janvier, quoi. Donc, ça cantonne en termes de temps, ça te contraint sérieusement.
Ouais, ça m'a fait rire quand j'avais lu ta story au retour de Vegas, quand tu avais mis que 2023 commence. C'est-à-dire que 2023, pour toi, n'a pas commencé le premier, mais Et c'est chaque année pareil. post-Vegas. Vegas, et pour ce qui concerne le CES, c'est une parenthèse en dehors du temps que personnellement j'aime beaucoup parce que Ouais. elle a un double mérite. C'est à la fois, elle te remet le pied à l'étrier de manière extrêmement brutale, soyons clairs. Tu décolles le 1er janvier, tu as fini les petits fours et le champagne quelques heures avant, et quelques heures après, bah, finalement, tu te retrouves à bosser au milieu de 100 000 personnes. Bien sûr. Et en même temps, ça a un énorme mérite, c'est que ça te plonge au cœur du monde. Et quand je dis le monde, c'est intéressant parce que d'ailleurs, cette année, il y a eu une des tendances qui est que le salon est plus international que jamais. En OK. proportion, d'habitude, on a 70% des médias qui sont, et des visiteurs en général qui sont américains, ce qui est logique vu la proximité géographique, et 30% d'internationaux. Là, on se retrouve quasiment sur du 50-50. Donc, on est réellement au cœur du monde. On a toute l'Asie avec le Japon, la Corée, la Chine, bien entendu, même s'ils ont eu des contraintes de visa cette année. Toute l'Europe est là, les US sont là, on a des journalistes mexicains, allemands, enfin, il y a tout ce que tu veux. Donc, le fait de se Ouais. retrouver pour débuter l'année au milieu du monde et au milieu des tendances qui vont faire l'année 2023, c'est hyper crucial à la fois quand tu t'intéresses à la tech, mais aussi quand tu bosses dedans, de façon à pouvoir avoir une mise en perspective de tout ce que tu vas faire et ce sur quoi tu vas travailler dans le cours de l'année, quoi. Ouais. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait une quinzaine de journalistes français versus les 40 ou 50 habituels. Ouais. Et je me souviens qu'on avait discuté l'année dernière quand il y avait Vivatech, ou l'année d'avant, je ne me rappelle plus. Et il y avait beaucoup de journalistes français qui ne voulaient plus se rendre à Vivatech parce qu'ils avaient toutes les infos avant. Et en plus, avec le Covid, ils ne voulaient plus avoir. C'était en 2021 parce qu'il y avait encore les tests PCR, etc. Et ils ne voulaient plus avoir ces contraintes-là. Ils disaient, on a déjà les infos, qu'est-ce que je vais faire encore dans les salons? Est-ce que tu penses qu'il y a ce type de contrainte qui a fait en sorte à ce que les journalistes français n'aillent pas à Vegas cette année, ou alors c'est juste une question budgétaire, financière Non, alors de manière très empirique et pour en avoir discuté avec pas mal de ceux qui étaient présents, c'est essentiellement la contrainte budgétaire. Je pense que Ouais. ceux qui ne sont pas venus cette année, et qui sont pourtant des usual suspects sur Ouais. le CES, étaient déçus de ne pas y être, mais simplement, en fait, il y a eu d'énormes coupes budgétaires et pas dans les rédactions, puisque les rédactions sur le CES sont financées essentiellement sur des voyages de presse. Ouais. Et les voyages de presse cette année, il y en a eu très peu. Si je prends les exemples des années précédentes, tu avais 5-6 journalistes qui partaient avec La Poste. Bah, La Poste n'est pas exposante cette année sur le CES. Bah, c'est 5-6 journalistes de moins qui viennent. Wow. Toute la partie auto qui pourtant était extrêmement présente au CES cette année, avec tout ce qui est véhicules connectés, connectivité du véhicule, véhicule autonome. Il y a eu très peu de voyages de presse. Je pense que les constructeurs, vu la situation économique et aussi les perspectives 2023, sont plutôt en période attentiste en termes de dépenses. Ils n'ont pas été dépensés dans les voyages de presse. Donc, tout ça, c'est des journalistes en moins qui ne peuvent pas venir. Ouais. Donc, c'est plutôt Et la source de financement plutôt que l'intérêt qui est tari. Ouais, c'est un petit peu logique, surtout que la presse française n'est pas dans sa plus grande forme. Non, et puis Euh, il faut savoir un truc, et ça je le dis à l'attention de ceux qui auraient des velléités d'aller à Vegas l'année prochaine, que ce soit côté PR, exposant, journaliste, peu importe. Vegas est devenu extrêmement cher, mais wow. extrêmement cher. Entre les billets d'avion, les hôtels qui ont flambé, et surtout les prix sur place. Les prix sur place, si en France on a l'impression qu'il y a de l'inflation, faut bien se dire que aux US, c'est multiplié par 3 ou 4 et on se Ouais. retrouve à payer une pizza dans un food court à 53 $.
Real story. 53 $ pour une pizza dans un fast-food, quoi. Incroyable. Et c'est Je les prix. confirme que… C'est extrêmement cher d'y aller, ce qui explique aussi que les voyages de presse, quand on voit 5-6 personnes, que tu les envoies en business class et dans des hôtels qui ne sont pas tout à fait miteux, c'est vite un énorme budget, quoi. C'est le budget annuel d'un client RP. Oui, pour certains, pour certains, oui. Je ne peux que confirmer. Je me rappelle l'année dernière, j'ai été dans la Silicon Valley voir quelques clients et partenaires et je me souviens que j'étais choqué des prix. C'est vrai que San Francisco a toujours été extrêmement cher. Mais l'année dernière, je sais que je regardais dans les infos, il y avait 10% d'inflation, les prix flambés et on pouvait manger très facilement pour 50-60 $ par personne au déjeuner. C'est-à-dire que, Ah oui, oui, bon, oui. je ne parle pas de fast-food, hein, mais si on veut manger dans un restaurant normal, il fallait compter quelque chose entre 40 et 60 $ par personne. C'était juste hallucinant. Oui, oui, c'est sûr. Nous, on est parti à 2 de l'équipe de l'agence et je crois qu'on a rarement déjeuné ou dîné pour moins de 100 $. Donc Ouais. ça confirme. Par personne ou les deux? Non, les deux, mais sans faire de folie, hein. À ce prix-là, tu ne te fais pas entrée plat dessert avec une bouteille de vin, quoi. Donc, en tout cas, vu de Paris, on a vu beaucoup d'actualités concernant l'automobile. Est-ce qu'il y avait des grandes tendances cette année qui étaient différentes ou pas des années précédentes? Alors, tu as de la tendance, je dirais, attendue. Et tu as de la tendance qui était plus de l'ordre de la surprise sur place. Tu sais, le genre de tendance qui s'agrège au fur et à mesure que tu visites le salon et tu te dis: «Ah oui, finalement, il y a un truc qui est en train de se dégager là et que Ouais, personne n'a vu arriver». ouais. Donc la voiture, ça fait, grosso modo, ça fait 5 ans que Vegas est en train de remplacer le salon de Detroit, qui traditionnellement a lieu la semaine d'après le CES à Ouais. Détroit. Et comme aujourd'hui, les voitures sont de plus en plus des objets technologiques avant d'être des objets à 4 roues, on se retrouve avec une main trend qui existe depuis 5 ans, mais qui s'est encore accentuée cette année, je trouve, et malgré la crise des constructeurs. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'avais anticipé qu'il y aurait moins d'automobiles cette année et au final, on s'est retrouvé avec des annonces énormes chez BMW, chez Stellantis, plus originales. Stellantis, traditionnellement, ils ne font pas partie de ceux qu'on voit beaucoup au CES. Et là, cette année, il y avait la keynote de Carlos Tavares en direct depuis Vegas. Wow. Je sais que tous les journalistes français y sont allés, ou quasi. On se retrouve avec un pilier très fort, que ça soit chez les grands constructeurs, les équipementiers, mais aussi les startups, autour de toutes les solutions liées à la mobilité. Alors, ça peut être sur le multimodal, ça peut être sur la borne de recharge électrique, ça peut être sur la connectivité du véhicule. L'écosystème qui gravite autour de l'automobile est partout à Vegas. Partout Ouais. dans les allées, on en trouve, et quelle que soit la taille de la boîte. Donc ça, c'est évidemment une grosse tendance. La santé connectée, pareil, tendance assez anticipable depuis l'ère, on va dire, post-pandémique. La santé est devenue une préoccupation pour tout le monde, et on sait aussi qu'il y a pas mal de pays qui ont contribué à financer avec de l'aide publique les développements autour de la recherche, et entre autres de tout ce qui concerne pardon, j'ai encore beaucoup d'anglais dans la tête, mais la téléconsultation en bon français. OK. Donc tout ce qui est remote, c'est en train de se développer fortement. Et moi, tu vois, typiquement, j'avais 3 clients sur place. J'en avais 2 qui étaient liés à l'univers de la santé. Wow. Un sur des solutions de téléconsultation qui permettent de prendre les mesures vitales à travers une caméra, et l'autre qui a créé un robot qui va aider les aides-soignantes dans les hôpitaux. Wow. On C'est est, l'actualité, hein. on est complètement d'actualité par rapport à l'ère post-pandémique. Donc, vraie Ouais. tendance de ce côté-là. La VR,
gros retour de la VR qui va, qui vient. Là, cette année, je pense que c'est aussi l'effet métaverse. Il y a aussi l'annonce des pré-annonces d'Apple qui arrivent sur ce Ouais, terrain-là, des fuites. qui font que ça drive aussi le marché. Donc, pas mal de choses autour de la VR avec des démonstrateurs assez sympas. Ouais. On a le Connected Home. Alors ça, tout ce qui est maison connectée, c'est un vertical habituel aussi au CES. Là, cette année, c'était un peu, je dirais, c'était un peu la douche froide parce que tout le monde y a cru, les journalistes en premier lieu, en se disant il y a Matter qui arrive. Et Matter, c'est la connectivité et l'intercommunicabilité des données de chaque device à tout le reste. Donc, on D'accord. s'est dit, ça y est, il y a enfin un protocole intelligent avec Matter. Tous les Ouais. objets connectés vont être brandés Matter et ça va être super. Et au final, tout ce qui est sorti de ça, c'est malgré les nombreuses présences de la marque partout, c'est des ampoules connectées, c'est finalement des devices assez peu originaux Ouais. sur le marché. Donc, il y a un petit côté douche froide où on se dit, c'est super, il y a un protocole qui est en train d'émerger et en même temps, c'est encore très limité. Ouais. Et pas d'énormes annonces de disruption, je dirais, sur ce marché. Donc, on continue à avoir pléthore d'objets connectés, depuis le matelas, l'oreiller, l'alarme, enfin, tout est connecté et tout est connectable. Le vrai nœud du problème, ça reste toujours l'interopérabilité, pardon, Interopérabilité. de tout ce bazar, quoi. Ouais. Euh, Autre tendance, alors là, c'est plutôt l'anti-tendance. Historiquement, je ne sais pas si notre audience le sait, mais le CES, c'est l'endroit où la télévision a été lancée, la Ouais. télévision couleur. Ouais. Et depuis 50, ça fait quoi, 53 ans que le salon existe, je crois, 54. Depuis toujours, la télé est un élément clé, c'est un des piliers du CES. Cette année, la télé, finalement, très peu d'annonces, très peu de nouveautés. La seule grosse annonce qui a été faite, c'est une annonce d'une télé entièrement sans fil. Ah. Mais c'est la seule disruption, et je mets d'énormes guillemets, les écrans pliants, etc. Je veux dire, ça fait 5 ans qu'on les voit, donc c'était pas le gros du truc. La vraie Ouais. surprise, je dirais, c'est tout ce qui est lié à l'accessibilité. Et ça, je pense que personne ne l'avait vu venir. Et ça s'est retrouvé beaucoup chez les startups. Et on peut faire un cocorico, ça s'est beaucoup retrouvé dans les startups de la French Tech. Tout ce qui est accessibilité aux personnes handicapées, aux personnes qui peuvent avoir un problème, alors c'est handicapé permanent ou de manière ponctuelle, mais on s'est retrouvé avec des fauteuils qui permettent aux handicapés d'accéder à des objets en hauteur avec un fauteuil qui se Wow. remonte automatiquement grâce à des tags qui sont mis un peu dans la maison, dans la cuisine, etc. Ouais. On a même vu un fauteuil autonome qui permettent de se déplacer, de manière complètement autonome à une personne handicapée. Euh, on a vu des fauteuils avec un pilotage au pied, intégralement au pied, pour quelqu'un qui n'aurait soit pas Pas de de main. bras, soit qui aurait besoin d'utiliser ses bras à faire autre chose. Oui. Ouais. Typiquement, j'ai un téléphone en main et puis j'ai un autre objet où je ramène mes courses. Le pilotage au pied, ça prend tout son sens. Donc voilà, beaucoup de solutions du côté de l'accessibilité. Et ça, c'est à la fois très inattendu parce que c'est pas une tendance qu'on a déjà vue au CES. Donc il y a un vrai côté nouveau là-dessus. Ouais. Ne me demande pas pourquoi cette tendance a émergé cette année, pas les années d'avant. J'en ai pas la traître idée. Mais c'est un constat de manière empirique. Hmm. J'avais vu une annonce de Sony, enfin une fausse annonce où il disait on n'a pas de produit annoncé au CES, mais on le fera un peu plus tard. J'imagine que c'est une question de pénurie de composants ou autre, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas suivre avec la demande. On le voit avec leur PS5 et qui finalement, la PS5 va suivre la demande actuellement parce qu'ils ont résolu une certaine partie des puces et des composants électroniques.
Nous, on avait vu également, pour confirmer la tendance sur à la fois le B2B et l'automobile, on a un client qui est très B2B, qui fait du SDV, qui n'a absolument pas d'équivalent en français, c'est du Self-Defined Vehicle. En gros, ils aident les constructeurs automobiles à connecter les différents composants qui existent dans la voiture et à les connecter également à leur environnement extérieur, à la maison, etc. On a eu énormément de demandes de la part des médias. On a même fait un BFM Business sur Tech Co. Donc, il y a effectivement cette tendance B2B qui se Oui, confirme de plus en plus au CES. ouais, une vraie tendance B2B. Et là, tu vois, je parlais de l'accessibilité. Il va de soi que la plupart des choses qui sont pas présentées en accessibilité ou en télémédecine sont des solutions B2B. C'est Oui, du B2B2C, puisqu'in fine, c'est nous, patients, qui en bénéficions à la bien fin. sûr. Mais en réalité, les premiers clients sont les plateformes de téléconsultation, les hôpitaux, les personnels soignants en général. Et c'est vrai, j'ai rencontré une de nos consoeurs et amies qui avait elle a un robot qui permet d'identifier les fuites dans les canalisations enterrées. D'accord. Et qui me pitchait son client, et le sujet est super intéressant, mais hautement B2B. Il y a aujourd'hui, je ne sais plus combien de milliards de litres de flotte qui sont perdus parce qu'il y a des fuites qui sont non identifiées dans les circuits urbains. Et en fait, avec ces robots-là, c'est à la fois d'un point de vue écologique et sustainability, il y a un vrai enjeu sur le Ouais. non-gaspillage de l'eau. Et du point de vue du consommateur, il y a ta facture. Si tu as une fuite chez toi et qu'elle n'a pas été identifiée, ça te coûte 20-30% Exactement. de plus sur ta facture. Donc, on est vraiment sur cette dynamique B2B2C. Je ne perds pas de vue, et je ne vais surtout pas me dédire parce que je fais des coachings chez Business France où je répète la même chose tous les ans. Faire du B2B au CES, c'est compliqué. Euh, il faut quand même, quand on va à Vegas, avoir cette dimension B2B2C. C'est-à-dire que si je ne pitch que du B2B, ça ne marche pas. C'est très compliqué Exact. parce que les journalistes qui sont présents sur place, souvent les solutions B2B, sont plus complexes à expliquer et qu'on n'a pas le temps et qu'il faut que ça soit ramassé en une brève ou quasiment. Le Ouais. deuxième point, c'est que l'audience des médias qui sont présents sur place attendent du gadget. Il y a quand Ouais. même il y a une attente sur, alors c'est moins vrai cette année que les années d'avant, mais on est quand même sur de l'annonce, le gros succès médiatique, made in France d'ailleurs, cette année, c'est le détecteur d'urine, chez Weezings. Alors je dis pas qu'on est dans le gadget, mais on est typiquement dans le produit qui marche à Vegas. On Ouais. a une dimension, santé, derrière, mais grosso modo, on parle de toilettes et ça passe bien et c'est super visuel, et voilà, c'est ça qu'on cherche. Donc expliquer le B2B à Vegas, oui, mais avec une dimension consumer derrière. Ouais. Ça reste le Consumer Electronics Show quand même. Tout ce qui est surprenant, nouveau, frais, c'est Nouveau, des choses qui. les premiers sujets, moi je suis arrivé ma première vraie journée de boulot, ça a été le 3 au soir au CES Unveiled. Donc pour nos auditeurs, le CES Unveiled, c'est un pré-show donc qui commence avant le salon et sur lequel il y a une sélection de, je dirais, une centaine de boîtes qui exposent vraiment sur des toutes petites tables. Encore une fois, format Vegas, très informel, Ouais. pas ce qu'il veut. Et c'est un événement qui est réservé aux médias. Donc il y a tous les médias du monde qui arrivent à ce moment-là. Et les premiers sujets qu'ils cherchent, c'est ce qu'on appelle les sujets what the fuck. C'est qu'est-ce qu'il y a de plus étonnant, pour parler poliment, Ouais. que je puisse trouver dans les allées, quoi. Et peu importe l'usage, parfois il y a un vrai usage, parfois il y en a moins, mais en tout cas, ce qui compte, c'est surtout que ça soit drôle. Et ça, finalement, c'est ce qui amorce un peu les papiers dans les médias. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre, d'étrange. Je me souviens d'il y a quelques années, c'est un exemple que je prends fréquemment dans le côté what the fuck, mais pour le coup, qui a une vraie utilité. C'était un airbag de hanche pour les personnes âgées.
Et le démonstrateur passait sa soirée à tomber par terre pour déclencher Oui. l'airbag. Et voilà, ça, évidemment, c'est visuel, c'est marrant à filmer et c'est un truc inattendu, donc ça fonctionne. Ouais, mais d'où l'importance de l'angle. Encore une fois, on essaie de répéter aux clients, s'ils disent la même chose que ce que tout le monde dit, bah, ils ne vont pas se différencier. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Et ça reste très important, que ce soit en France ou à Vegas ou ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau et quel est mon parti pris? Qu'est-ce que je défends C'est ça. fermement? Quel est mon purpose, ma mission? Peu importe la langue ou le terme, mais ça reste la même définition. Et on peut parfois Exactement. avoir un objet qui est un peu what the fuck, pourvu qu'il y ait un purpose derrière, ça me permet Bien sûr. d'attirer l'attention sur le côté étrange de la chose et de ramener ça sur un sujet beaucoup plus sérieux qui est Bien sûr. en deuxième plan. Bien sûr. Et pour poursuivre dans cette idée-là, il y a des objets qui sont évidemment futiles, ils font un buzz, etc., qui sont futiles, mais c'est clair que ça va retomber immédiatement après. Mais des objets qui sont utiles ou des innovations utiles vont rester dans la durée. C'est ça qui fera la différence entre un objet utile ou futile. Évidemment. Euh, Et d'ailleurs, je dois faire une remarque en particulier là-dessus et sur la French Tech, à la fois que j'accompagne, mais que j'ai surtout beaucoup fréquenté à l'Horeca Park pendant toute la durée du salon. On avait 200 boîtes cette année et on a 200 boîtes qui sont plus prêtes que jamais avec des produits réellement à lancer, avec un vrai marché derrière et finalement assez peu d'objets bizarroïdes ou totalement inutiles. oui. Donc bravo pour la sélectivité à la fois des régions et de Business France derrière, parce que on a des vraies boîtes prêtes à lancer. Donc une boîte qui vient chercher de l'investissement, bah, elle a un vrai pitch, elle a un vrai marché, elle a une vraie construction. Très peu de protos finalement, ou alors des protos, mais Ouais. extrêmement finalisés, très proches de la version finale. Donc moi, le C'est robot vrai. pour les hôpitaux que j'ai démontré, on est sur un robot, il est déjà testé, déjà testé dans des hôpitaux en France. Donc Ouais. il C'est fonctionne. concret. C'est C'est pas juste ultra une idée, concret. c'est concret. C'est concret, il y a un prix, il y a une date de disponibilité. On est beaucoup moins sur des choses qu'on voyait les années précédentes où on était sur du premier proto, fonctionnel quand ça voulait, sur une idée pas forcément hyper marketée, ni hyper bien rodée, ni avec un marché clairement identifié. Donc finalement, des choses très difficiles à pitcher à un investisseur. Et il y a beaucoup Ouais. d'investisseurs qui traînent à Vegas, hein, quand même. Faut savoir que Vegas, c'est bien pour le média, mais en réalité, c'est super bien pour aller rencontrer les investisseurs aussi. Bien sûr. Très traditionnellement, ce qu'on dit, c'est une très, très belle vitrine pour les startups françaises qui sont emmenées par Business France, etc. Et à la fois, c'est aussi une très belle opportunité pour les entreprises françaises de se rencontrer, de se croiser, de potentiellement travailler, collaborer ensemble. C'est très vrai. Euh, C'est très, très vrai. Et c'est encore, alors c'est très vrai entre les startups les unes avec les autres, qui oui. trouvent parfois des partenaires chez d'autres startups qu'elles ne connaissaient pas. Mais c'est encore plus vrai entre les startups françaises et les entreprises du CAC 40 françaises qui Oui. exposent. Oui. Si je prends Stellantis, qui a été très présent au niveau médiatique, mais pas que, je veux dire qu'il y avait des stands, des démonstrateurs, des tas de choses. Ça a été l'opportunité pour certaines startups de la French Tech d'aller rencontrer et d'accéder directement à des décideurs chez Stellantis Exact. auxquels ils n'auraient jamais eu accès aussi rapidement qu'à Vegas. En France, ça aurait pris des mois parce que c'est des grosses machines, que c'est compliqué d'y rentrer, c'est compliqué d'obtenir un rendez-vous. Et là, Ouais. la magie de Vegas. Pour rester toujours dans la positivité, j'ai remarqué que la communauté française à San Francisco est extrêmement solidaire. À chaque fois que j'ai été là-bas et j'ai demandé de l'aide ou des intros, etc., ça a été fait à une vitesse fulgurante
les Français n'ont jamais été aussi solidaires qu'à San Francisco. Peut-être que c'est une piste pour dire que les Français pourraient également s'entraider en France, qu'il ne faut pas hésiter à aller voir l'autre, qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, parce que sincèrement, à chaque fois que j'ai demandé de l'aide là-bas, on m'a tout de suite ouvert les portes, on m'a tout de suite aidé, accompagné. J'imagine que ça sera le cas également ici, donc ne pas hésiter à aller chercher de l'aide et demander. Ouais, c'est très vrai pour les startups qui partent au CES, hein. C'est encore plus vrai parce qu'elles se retrouvent à l'étranger et même si Oui, elles sont en nombre, globalement, oui, il y a un vrai centre d'intérêt commun qui est à la fois le rayonnement de la French Tech, c'est vrai. mais ça, c'est presque un objectif de géopolitique. Bien sûr. Mais il y a aussi un intérêt, je pense qu'il y a un intérêt qui est d'avoir des vrais partenaires et des vraies personnes avec qui échanger dans l'écosystème. Tous ces Bien gens-là, sûr. bien plus que les entreprises du CAC 40, sont conscients de l'importance de l'écosystème. L'écosystème, Exact. c'est le gage de la réussite, c'est le gage de passer des épreuves dans la vie de ta boîte qui vont être plus ou moins faciles, voire même carrément compliquées. Mais moi, j'entends régulièrement des patrons de boîtes qui sont même concurrents, ce qui peut être notre cas aussi, hein, d'ailleurs, c'est la preuve que ça peut Bien marcher, sûr. mais qui s'échangent des tuyaux, qui se filent des recettes pour aborder des investisseurs, et pour autant, ils sont soit leurs business n'ont rien à faire l'un avec l'autre, ils n'ont pas d'intérêt à le faire, si ce n'est l'intérêt de participer à l'écosystème de manière proactive. C'est vrai. Mais on s'est toujours échangé, que ce soit avec toi ou d'autres agences amies. On a toujours échangé beaucoup de choses ensemble et il n'y a jamais eu un gramme de concurrence et c'est très important de mentionner parce que en se connaissant, en échangeant, on a plus à gagner qu'à perdre. C'est extrêmement intéressant. Je continue personnellement à le faire, à aller voir des agences que je ne connaissais pas, de les aborder. Au premier abord, il y a toujours cette appréhension de se dire qu'est-ce qu'il veut chez moi, pourquoi il demande à me voir, pourquoi il demande à me contacter, mais il n'y a pas de, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'idée cachée. C'est toujours dans la bienveillance. Tu parlais des journalistes français sur place. Est-ce que c'est plus B2C, B2B? C'était quoi la typologie de journaliste? Non, ça reste, soyons très clairs, ça reste extrêmement orienté B2C. Alors je mets dans le B2C la partie presse éco. Ok. Si je mets les Échos, le Figaro reste B2C, même si c'est anglais sur un aspect Mhm. business, ça reste B2C. On a bien évidemment la presse tech, on se retrouve avec des gens comme Numérama, comme Frandroid, les numériques. Mhm. Petit nota bene sur cette partie-là, je pense qu'ils ont jamais été aussi sous-représentés de ce côté-là des médias français. C'est-à-dire que la presse tech, qui est vraiment, dont c'est le salon cœur de cible, si je mets à part le MWC et l'IFA dans l'année, il y avait très peu de journalistes de ces rédactions-là sur place. Et honnêtement, pour avoir échangé avec eux, je pense que ça a été un véritable enfer parce que couvrir un salon aussi énorme, Mhm. seul ou maximum à deux, c'est juste proprement impossible. Donc, C'est pas on est possible. obligé de faire des filtres qui sont monstrueux et de passer à côté de choses qui sont super intéressantes, qui sont super cœur de cible pour leur audience, mais qui ne Mhm. sont pas traitables par contrainte de temps et humaine, quoi. Mhm. Et quelques titres B2B sur place, mais vraiment extrêmement limités, hein. Là-dedans, je vais mettre Ouais. l'usine digitale, l'usine nouvelle, des agences de presse qui sont difficiles à catégoriser, hein, mais on a évidemment des gens de l'AFP qui tournent sur place, mais enfin, quand je dis des, c'est deux, hein. Et c'est Ouais. l'AFP Avec un Los correspondant Angeles, local c'est le juste. correspondant de Ouais. LA qui est déplacé C'est à Vegas, ça. hein. C'est ça. Beaucoup de correspondants d'ailleurs sur les grandes chaînes
les grandes chaînes nationales, mais que ça soit sur France Télévisions ou sur TF1, c'est les correspondants américains qui se déplacent et on arrête de Ouais, déplacer des gens qui viennent de la rédaction de Paris. ouais. Et tu as rencontré beaucoup de RP là-bas, d'attachés de presse? Alors, écoute, globalement, un peu pareil que sur les journalistes, oui, oui, il y en a, mais beaucoup moins que les années précédentes. Alors, j'ai peut-être pas vu tout le monde, hein, le salon est suffisamment grand, il faut savoir que globalement, ça couvre un peu la ville entière, et c'est Ouais, pas une petite ville, Vegas, donc j'ai peut-être pas vu tout le monde, mais dans ceux que je vois habituellement, ouais. non, j'ai identifié, 2-3 confrères, qui étaient là et que je vois, quasiment chaque année. Et tu vois, tu parlais aussi de bienveillance et d'écosystème. On se voit chaque année pour, à la fois pour aller boire des coups parce que c'est sympa, mais aussi pour s'échanger, qui est présent sur place, avec qui tu montes, Ouais. des sujets, qui au contraire n'est pas là et qui à qui tu peux filer des infos à Paris, en direct. Voilà, on s'échange des tuyaux et ça fait partie, comme dans d'autres métiers, hein, les avocats, peuvent se péter la gueule au tribunal et sortir bouffer ensemble après et se donner des tuyaux, ça n'empêche pas. Exact, exact. Pour conclure, quel a été ton bilan de ton déplacement à Vegas? Alors écoute, pour moi, c'est un bilan extrêmement positif parce que, comme je te le disais, j'ai trouvé que cette année, on avait une qualité de boulot qui était vraiment hyper appréciable. C'est-à-dire des allées pas surchargées, je vais prendre des détails pratiques, mais qui au bout d'une semaine peuvent être, super pénibles. Mais d'habitude à Vegas, il faut savoir que tu es obligé de réserver ton resto la veille pour le lendemain, sinon tu as pas de place et tu peux pas manger. Tu te retrouves au fast-food du coin, et tu prends ce que tu as trouvé. Tu mets 1 heure pour faire 5 kilomètres pour aller bosser tous les matins, sur le show, alors que là, je mettais 10 minutes. Enfin, c'est plein de choses qui te rendent la vie plus agréable et qui rendent le salon globalement plus humain, plus à taille humaine, voilà. Ça, c'est le premier point sur la parler de qualité de vie au travail, déporté à Vegas. Le deuxième point, c'est que, moi, j'avais 3 clients sur place et je suis hyper sélectif sur les gens que j'emmène là-bas parce que je connais les critères, les facteurs clés de succès sur place, je les connais par cœur. Et là, j'avais une sélection de clients qui étaient vraiment au top sur tous les points. C'est-à-dire qu'ils avaient la bonne actu, le bon produit, le bon service, hem et puis surtout la bonne attitude. Des gens hyper positifs, hyper gentils, hyper enjoués. Ils ont profité de Vegas et ils en ont profité au maximum, à la fois du côté pro et du côté, perso. Je les ai sortis, je les ai emmenés dehors, on a passé aussi des bons moments et en fait, passer des bons Ouais, moments avec tes clients, globalement, tu fais pas ça avec tous tes clients tous les jours, quoi. Soyons bien sûr, clairs. oui, bien sûr, bien sûr. Tu passes pas ta vie à aller boire des coups avec tes clients et à parler aussi d'autres choses que de business et ça, c'est hyper appréciable. Et puis, le troisième point, c'est last but not least, mais on a cartonné niveau retombées, quoi. Enfin, tout le monde est reparti, Génial. super content, on a booké des sujets avec M6, avec Le Figaro, avec France Télé, avec BFM Business et je veux dire, je pense qu'on a couvert l'essentiel des 15 journalistes qui étaient présents sur place et évidemment ceux qui sont à Paris, parce que j'ai aussi une équipe qui reste à Paris et on fait du 24/7 avec cette équipe-là. C'est-à-dire qu'on Bien sûr. s'échange les trucs sur WhatsApp, on a un groupe Mm, WhatsApp et on s'échange les trucs sur WhatsApp et ils font le follow-up, mm. pendant que nous, on dort à Vegas, quoi. C'est vrai. Ouais, à t'écouter, je me dis que c'est peut-être la meilleure configuration. On a eu également beaucoup de superbes opportunités à partir de Paris, mais effectivement, quand tu es sur place, tu vois des journalistes sur place, tu les croises, tu les connais, tu peux le prendre par la main et pitcher à un client, etc. Donc, à mon avis, la meilleure configuration, c'est une équipe à Paris et une équipe à Exactement. Vegas. Superbe. En tout cas, c'était extrêmement intéressant, mon cher Thibaut. Merci beaucoup Bah, pour écoute, ton avec grand temps, plaisir.
pour toutes ces infos-là. J'espère que vous avez apprécié ce tout premier numéro. Très sincèrement, on fait vraiment les choses à la cool et c'est un petit peu une bouteille à la mer pour voir comment ça se passe, comment ça fonctionne, si ça plaît, si ça ne plaît pas. L'idée, c'est vraiment de parler d'actualité, des best practices des RP, quelles sont les attentes, par exemple, sur l'année ou des sujets que tout le monde se pose. N'hésitez absolument pas à partager vos retours, vos feedbacks, si vous avez vu des points d'amélioration, des choses que vous souhaiteriez qu'on traite dans les prochains épisodes. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris énormément de plaisir à échanger avec toi, Thibaut. Merci beaucoup. Et je ne sais pas dans quelle récurrence ça va s'inscrire sur ce podcast, peut-être 2 fois par mois ou je ne sais quoi, mais on a déjà quelques idées de sujets pour les prochains. Je vais t'en souffler plein d'autres. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi pour l'invitation. Merci.